excepté les armures splendides et les dragons animés avec Maestria, l'épisode 3 de cette saison 3 de House of the Dragon continue dans sa lancée de la confirmation de l'inaptitude complète de Sarah S. à écrire un scénario potable lorsque la série en question n'est pas épisodique, mais qu'au contraire, celle-ci doit s'inscrire dans une continuité, dans un monde avec une histoire très précise et déterminante. Les fous ont confié une grande série à succès à une dame qui, dans ce domaine, a un CV aussi long que celui d'un tétraplégique sourd et muet. Je ne comprends pas. Non, je n'exagère pas. Le mélodrame basique et la grande saga n'ont aucun rapport entre eux. Elle est peut-être bonne dans la première catégorie avec Dr House, mais elle établit son incompétence dans la deuxième catégorie. Et pourquoi je dis ça ? Parce que cet épisode est un assemblage de décisions stupides des personnages par rapport à leur histoire respective, mais aussi par rapport à la géopolitique, dont on comprend aisément que ces choix ont été donnés aux personnages par la scénariste pour créer du drama, sans avoir à se fatiguer intellectuellement sur la question de comment j'amène ce drama, comment je le crée sans que ce soit artificiel. En gros, on est passé de l'intrigue politique dont l'esthétique léchée n'était qu'un bonus, à un mélodrame basique et déconnecté du passé de la série, où au final l'esthétique est la principale qualité. Les premières saisons de House of the Dragon nous avaient habitués à des enjeux politiques subtils, des personnages ambigus, des conflits où chaque camp avait des arguments valables, une tension construite par les dialogues, alors que là, dès que Rhaenyra rencontre un problème, dès qu'une scène devient triste ou stressante, dès qu'elle traverse le château et que les gens viennent lui exposer leurs problèmes, la musique insiste lourdement pour dire au public « Regardez comme sa situation est terrible, regardez comme elle souffre la miskine », malgré le fait que ce soit Rhaenyra qui ait remué ciel et terre pour se retrouver là. Au passage, son caprice d'enfant gâté qui a coûté la vie à des milliers de personnes, et ben cette feignasse, elle ne s'est pourtant jamais réellement préparée à exercer le pouvoir. Souvenez-vous tout de même qu'elle a préféré rester à Dragonstone pour des parties de jambes en l'air, au lieu de rester à la cour, de rester à Port-Royal. Elle a fui ses responsabilités envers la couronne, elle a eu des enfants illégitimes, puis elle a fait un volte-face lorsque l'opportunité de ramasser la mise sans faire d'effort s'est présentée. House of the Dragon, c'est devenu du Grey's Anatomy 2.0, une musique qui comble les carences scénaristiques de la série, au lieu de juste venir renforcer l'émotion qui est déjà présente naturellement grâce à la tragédie qui se déroule devant nos yeux. Or, c'est bien triste parce que la musique de Ramin Djawadi, elle est excellente. Personnellement, je le trouve plus doué que Hans Zimmer, si on me demande. Il est plus subtil, d'autant que lui, il utilise une orchestration et pas des ordinateurs, des sons synthétiques. Vous imaginez que c'est pas par gaieté de cœur que je tape dessus. Ce qui ne va vraiment pas, c'est que la série tente très peu subtilement de nous imposer l'idée que Rhaenyra hériterait d'une situation impossible, qu'elle serait la victime des décisions des hommes autour d'elle à cause de son sexe féminin, dans ce système politique hostile, dans ce système patriarcal, on peut dire le gros mot, on peut dire ce dont on nous rebat les oreilles à longueur de temps. Alors que dans la réalité de ce que l'on voit à l'écran, c'est que depuis 2 saisons, Rhaenyra n'a rien fait pour développer ses compétences à régner, mais en plus de ça, elle se fait perpétuellement tirer hors des flammes de son incompétence par Daemon ou Corlys ou autres personnages masculins. Le pompon, la cerise sur la tarte à la bêtise, c'est que à la base, un des drames de la vie de Rhaenyra, c'est que ses 2 fils ont été moqués, conspués, se sont vus refuser leurs droits liés à leur haute naissance parce qu'ils étaient des enfants illégitimes, des bâtards, pour parler de façon triviale. Et là, bon sang de bonsoir, mais cette gigantesque guenon de Rhaenyra, Corlys qui est la clé de voûte de la puissance navale de son camp, qui veut reconnaître ses 2 fils illégitimes, leur donner enfin son nom comme elle s'est donné le droit de le faire, et bien là, au moment où elle a le plus besoin de lui à cause de la fragilité de sa position, elle lui dit non, lol, ce matin je me suis réveillé du pied gauche, toi tu n'as aucun droit de faire exactement ce que j'ai fait. Et non seulement
exactement ce que j'ai fait, mais ce dans quoi tu m'as soutenu. Imaginez quand même que Corlys, c'est le chef de la maison la plus riche du royaume, juste après les Targaryens. Il a la flotte la plus puissante, c'est un commandant d'armée navale de génie, qui a prouvé sa dévotion à Rhaenyra à maintes reprises. Il est indispensable. Derrière, Corlys, il lui balance ses 4 vérités dans les gencives, et il montre bien qu'il n'entend pas rester le bon couillon d'une reine ingrate, à l'hypocrisie révoltante. Donc si on fait le point, Rhaenyra, elle est aussi hésitante que son père en politique, mais en plus, les quelques décisions où elle est intransigeante, elles sont d'une médiocrité abyssale. D'ailleurs, l'épisode nous montre sans doute possible qu'elle a pris son père pour exemple, lorsqu'elle se retrouve dans ses appartements où on a Rhaenyra qui se souvient des moments passés avec son père. Mais bordel, son père, ok, il était interprété par un excellent acteur, mais dans les faits, c'est son incapacité d'être intransigeant sur l'identité de son héritier qui est la cause indiscutable de tous les conflits de succession qui ont suivi sa mort. C'était un homme bon, moralement, mais un roi peu clairvoyant. Le royaume, il s'est déchiré irrémédiablement par sa faute. Je vois pas ce qui peut être fait de pire pour un régent. D'ailleurs, Otto Hightower lui avait dit, et il est celui qui aurait sauvé le royaume de l'indécision chronique. Certes, pour les bénis oui, Otto c'est pas une bonne personne, mais pour ceux qui ont dessous de jugeote, vous savez très bien que ce qui compte, c'est le bien commun. C'est pas de défendre 3 tondus pour que derrière, vous fassiez mourir des dizaines de milliers de personnes à cause de cette première décision. Si vous voulez, c'est mathématique, c'est incontestable. Certes, Otto, il manipulait, il complotait, il poussait sa famille vers le pouvoir sans qu'ils en aient forcément envie, mais par contre, Otto, lui, il comprenait les rapports de force, il savait anticiper les réactions, il savait comment manœuvrer les institutions, ou, comme pour l'exemple de Corlys, il savait quand il fallait céder temporairement au prix du piétinement des grands principes. Donc Otto, il agit avec une logique politique claire, il est cynique, il sait que tout n'est que rapport de force, mais qu'il faut savoir aussi concilier ce fait avec des personnages de pouvoir capables de se montrer irrationnels. D'ailleurs, petit exemple historique, Napoléon Bonaparte, il appréciait très peu Talleyrand en tant que personne, mais ce dernier lui apportait une compréhension profonde des cours européennes, des réseaux diplomatiques hérités de l'ancien régime, une capacité à négocier avec les monarchies étrangères. Sachant cela, Napoléon s'est contraint à le supporter longtemps et lui céder plus que ce qu'il aurait souhaité. Pas besoin de dessin pour que vous compreniez de quel personnage il faut rapprocher cet exemple. Autre énorme handicap de l'épisode, le faux dragon. Là, on est sur du niveau chromosome en trop ou en moins. C'est mécanique. Un dragon, c'est pas un cheval. C'est pas une arme qu'on laisse dans un coin, histoire de faire beau, ou un simple symbole. C'est une arme stratégique de premier plan, capable de renverser une armée ennemie sans trop d'efforts. Mais bon, Daemon, il est écrit par Sarah S, donc il arrive avec une supériorité écrasante, il arrive avec Caraxès, d'autres dragons alliés, une force militaire supérieure. Pourtant, il prend pas la peine d'imposer des exigences, tout simplement que le soi-disant Daeron, il montre bien qu'il est Daeron, si vous voulez, ce serait un peu la base, ce serait un peu élémentaire, quoi. C'est quand même une information qu'il a besoin de prouver, quoi. Il a besoin que ce soit certain, ça. Mais non. Bon, sinon, le seigneur Hightower, il se rend sans résister, puisque lui a compris qu'il valait mieux s'inspirer d'Otto que de Rhaenyra. Oui, donc voilà, quand je parlais de comment prouver l'identité de Daeron, c'est tout simple. Il suffisait de demander qu'il fasse une démonstration en chevauchant Tessarion et en repartant avec eux. Il refusait ou il échouait à le faire, ça révélait le mensonge. Le tout en évitant de laisser derrière un dragon comme ça. Franchement, que Daemon, un vétéran de guerre aussi méfiant, ne prenne pas la peine de vérifier ce point, j'en tombe de mon canapé, quoi. Il y a un moment, faudrait réfléchir un peu à ce qu'on écrit, quoi. Donc, si vous voulez, voilà, le résultat en tant que tel, ça pourrait être entendable, mais pas lorsque le personnage c'est Daemon. Pas sans une explication solide comme le granit. Ok, un personnage intelligent, il peut faire une erreur par arrogance, par aveuglement, ou par risque calculé qui tourne mal,
Mais il faut un minimum de justification logique. Là, c'était vraiment, le scénario a besoin que tu sois moins intelligent pendant 5 minutes, alors tu vas te mettre à gober les mouches. Du côté de Rhaenyra, après son arrivée à Port-Royal, elle prépare son couronnement, mais découvre rapidement que, il suffit pas d'arriver avec une poignée de dragons et d'avoir quelques traîtres à sa solde. Oui, non, ça c'est pas terrible pour asseoir son pouvoir politique de façon stable, solide. En plus, Tywin Lannister s'est barré avec tout l'or, s'est barré avec le trésor royal, la ville souffre de famine, il faut gérer les rats, les problèmes sanitaires, trouver de nouvelles ressources financières. Toutes ces choses, il faut quand même se souvenir que le camp de Rhaenyra en est grandement responsable. Autre gros point noir sur l'épisode 3, c'est Sarah S qui persévère en faisant en sorte que Rhaenyra aille dissoudre le Conseil Noir. Là encore, incompréhension totale, puisque, si vous voulez, dans le Conseil Noir, ces conseillers, ils ont prouvé leur utilité. Ils ont donné des marques indiscutables de leur fidélité. Et là, comme ça, elle les remplace par de potentiels traîtres. Et une nouvelle structure, un nouveau conseil totalement bancal. Évidemment, pour ne rien arranger, Daemon et Mysaria sont les deux grosses influences exercées sur le personnage. Ce qui est totalement paradoxal, puisque Daemon, lui, il pousse vers la force, la violence, la domination. Par exemple, c'est un peu illustré quand il met en garde contre l'idée de Rhaenyra d'offenser les grandes familles en leur faisant manger du rat, ce qui est pas très fin. Alors que Mysaria, elle est tournée vers la population, les petits gens. Au vu des décisions de Rhaenyra, c'est à Mysaria qu'elle prête l'oreille, plutôt qu'à Daemon, alors que c'est Daemon qui a raison. Dans sa situation d'extrême fragilité politique, ce qui compte, c'est qui a les armes, qui peut casser des bouches. Elle n'a pas assez de narratif autour de son règne, de légitimité strictement politique, légale, culturelle, pour pouvoir exclure raisonnablement le scénario de coup d'État fomenté contre elle. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Évidemment qu'elle ne doit pas totalement ignorer la population, surtout parce que, comme je le disais, elle est en grande partie responsable du blocus sur les denrées à destination de Port-Royal. Ça sert à rien si vous voulez de rajouter à la haine qu'elle a forcément créée dans la population. Pour Mysaria, on reste sur des gros problèmes scénaristiques, puisque la série semble tenter de nous la présenter comme étant réhabilitée, comme une voix du peuple, une conseillère fidèle, quelqu'un qui agirait pour le bien commun, alors que jusqu'ici, ce qui a été montré, c'est qu'en fait, elle veut juste faire les ciseaux avec Rhaenyra, quoi. Ça se résume à ça. Elle n'a pas pris de décision pour le peuple, elle n'a pas poussé pour que le bien du peuple soit pris en compte tant que ça. Elle est restée en surface sur ces questions, quoi. Et ça continue avec la scène où on a Alicent Hightower qui file le thème présent jusqu'à la nausée du sous-texte sur les femmes tenues responsables de fautes commises par les hommes autour d'elles. Non seulement l'idée revient trop souvent dans la série, mais dans la pratique, la série nous montre l'inverse. Ce sont les hommes qui entourent Rhaenyra et Alicent qui rattrapent leur bourde à longueur de journée. Donc on se demande si Sarah S, elle a les fils qui se touchent encore. Non contente quand même de piétiner le bon sens, Sarah S, elle piétine aussi un peu le lore de Game of Thrones. Puisqu'on nous montre Helaena qui peut accéder à une vision qui est liée au Barral, ça impliquerait qu'elle ait une connexion au pouvoir des anciens dieux, ainsi que sa possibilité d'être davantage qu'une rêveuse de dragon Targaryen. Pour le lore, c'est pas logique, vu que les Targaryens sont liés à l'ancienne Valyria, et qui n'ont pas de lien assez fort avec les dieux anciens pour avoir des visions liées au Barral, comme pourraient l'avoir les enfants de la forêt ou les Stark. Donc bon, là encore, un probable prout mental de Sarah S qui explique aussi le vitriol avec lequel George tartine la série. Bon, et Alicent aussi, voilà, je suis obligé d'y revenir, mais là encore, énième bêtise, puisqu'on nous montre qu'elle semble regretter sa position où elle doit accepter la capture ou la mort de ses fils. Mais tu pensais que ton offre, elle impliquait pas tout ça? Tu t'imaginais sincèrement qu'ils allaient laisser Aegon et Aemond vivre, alors que c'est les deux plus gros dangers pour la légitimité de Rhaenyra? Encore une fois, les femmes de la série déplorent des situations qu'elles ont elles-mêmes causées par leurs choix très discutables. Rhaenyra et Alicent ont toutes
eu des occasions d'arrêter la guerre en s'asseyant sur leurs prétentions politiques, mais non. Elles ont préféré donner la primeur à leurs ambitions et leurs choix ont contribué à l'énorme catastrophe. La série insiste aussi sur le stress que subit Rhaenyra dans la gestion du royaume, qui va jusqu'à lui faire voir des visions de son fils défunt, sans que, à aucun moment, elle ne montre une vraie capacité politique. Elle est juste dépassée par la tâche. Ah, avant que j'oublie, on a aussi ce truc, c'est indescriptible, où Rhaenyra doit gérer la question de Daeron et l'annonce de sa mort. Où est le corps? Pourquoi n'y a-t-il aucune preuve? Allez savoir. La série ne prend pas la peine de donner un élément de réponse là-dessus. Il suffisait de dire que le corps a été volé. Il a été volé par l'ennemi, par crainte que celui-ci soit utilisé comme symbole. Une nouvelle fois, c'est un manque de préparation politique flagrant. Manque de préparation politique qui ne s'arrange pas lorsque elle rentre en conflit avec le Grand Septon, qui rappelle que la foi des Sept, c'est une institution de premier plan, et que les dragons représentent une menace pour cette religion. Non seulement les dragons, mais si vous voulez toute la culture des Targaryens qui va avec. Sauf que la série elle reste très vague sur la relation très conflictuelle entre les Targaryens et la foi des Sept. Même elle oublie en grande partie cette relation puisque les Targaryens n'ont jamais été totalement intégrés aux traditions religieuses de Westeros. Certaines pratiques familiales des Targaryens étaient mal vues, comme l'inceste. Ainsi, tout simplement, le mariage de Daemon et Rhaenyra n'est pas acceptable normalement par la foi des Sept. L'épisode, il aurait mieux contextualisé, si vous voulez, cette opposition. Ce qu'on voyait à l'écran, ça aurait été plus agréable. On aurait mieux compris ce qui pouvait se dérouler, les enjeux entre les deux personnages, mais non. Pour conclure, globalement, dans cet épisode 3, on assiste à une préparation du public à la perte de contrôle de Rhaenyra qui va s'ensuivre, et au chaos, mais c'est totalement mal conçu. Je mets ma main au feu que les épisodes suivants vont être extrêmement bâclés, vu le peu de mise en place solide de la danse des dragons. Comme pour la saison 8 de GOT, comment voulez-vous apprécier une folie soudaine d'un personnage que les fans apprécient sans donner de bonnes raisons à cette folie ou la rendre progressive? En bref, là on peut le dire, on est au 3e épisode. Là ça va, là on a accumulé assez d'éléments, ça part en vrille. Et pas les vrilles épiques que font les dragons en plein vol, non. Là c'est de la sortie de route de Poivreau qui est bourré au volant de sa voiture. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.